Salut les clowns, c'est Jérémia, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une nouvelle critique geek. Et cette fois-ci, ce sera sur Spider-Man 2 de Sam Raimi, sorti en 2005. Et je suis content pour le faire, franchement je suis content de le faire. Parce que comme beaucoup d'entre vous vont le dire, quoi c'est le Spider-Man, le film Spider-Man parfait, franchement. Même plus précisément le film de super-héros parfait. Alors certes, c'est un bon film de super-héros. Mais pour moi, c'est pas le meilleur film de super-héros et c'est pas le meilleur Spider-Man pour moi. Après, j'aime bien, hein, moi j'aime bien ce film-là, mais c'est pas mon Spider-Man préféré, hein, je tiens à vous le dire. Alors, résumé du film. Donc, Peter a soi-disant trouvé un petit équilibre entre sa vie privée et celle de son rôle de Spider-Man. Et il va faire la rencontre d'un, on va dire soi-disant, un collègue du Dr Connors, qui est le Dr Otto Octavius, qui prévoit de créer une machine pour la matière ou un truc cassé, je ne sais plus ce que c'est. Mais évidemment, ça va déraper, l'expérience va mal se passer et du coup, Otto Octavius va devenir Dr Octopus et il va faire en sorte pour qu'il reconstruise sa machine et recommencer ce qu'il a fait. Mais bien entendu, Spider-Man va l'en empêcher. Donc voilà en partie pour le scénario. Donc c'est pas très bien résumé, mais bon. J'ai fait ce que j'ai pu. Voilà. Donc, sans plus attendre, c'est parti. On va commencer par les points positifs. Alors d'abord, j'ai juste une chose à dire, c'est déjà Dr Octopus. En gros, le gros point positif de ce film-là, c'est Dr Octopus. L'acteur joue tellement bien. Pour moi, le personnage est respecté. L'iconisation du personnage aussi est respectée pour le méchant. L'écriture est juste magistrale. C'est juste magistral. Et donc, voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Les musiques, franchement, les musiques de Danny Elfman, j'ai rien à redire là-dessus. Dans le premier, c'était déjà magnifique. Mais celui-là, c'est encore magnifique. C'est juste 3 fois meilleur que dans le premier. Donc, chapeau, je n'ai rien à dire là-dessus. Le coup de Peter qui perd ses pouvoirs, franchement, c'était une très bonne idée. C'était une très bonne idée parce que on voyait tout le long du film que Peter n'arrivait pas à trouver un équilibre entre sa vie privée et son rôle de Spider-Man. Et aussi parce qu'il commençait à perdre ses pouvoirs. Et donc, à un moment, on voit Peter qui abandonne son rôle de Spider-Man. Déjà, il y a un plan très bien aussi, magnifique. Genre Peter qui jette son costume à la poubelle. Puis après, il marche dans le dos. La caméra qui baisse et qu'on voit le costume dans la poubelle. Ça fait penser à un plan qu'on voyait dans une couverture de comics. Où c'était quasiment la même chose. Genre où le titre c'était marqué No More Spider-Man, un truc ainsi. Et je trouvais ça juste génial parce que ça fait une belle référence à un comics. Ensuite, le balancement de fin, je l'ai trouvé juste magnifique. Le balancement de fin de Spider-Man, c'était très bien. En plus, on va dire que c'est quasi la même chose comme la fin du premier Spider-Man, c'est-à-dire le ciel est crépuscule, Spider-Man se balance. Sauf que là, c'est un peu plus détaillé puisqu'on a un hélico qui vole dans la ville, on a des camions pompiers et des voitures de police dans les rues, t'as Spider-Man qui voltige entre les deux. Ça, c'est magnifique. Là, l'iconisation du personnage, on y est. Je parlais aussi d'une séquence que j'ai trouvée géniale. Ça se passe en même temps que Peter perd ses pouvoirs et qu'il redevient un peu lui-même. La séquence que j'ai trouvée ultra charismatique en tant que Peter Parker, c'est la séquence de l'incendie. Vous savez, quand Peter voit qu'il y a un incendie dans un bâtiment, on apprend qu'il y a un enfant qui est resté coincé dans l'immeuble. Du coup, Peter, qu'est-ce qu'il fait? Il fonce dans le bâtiment, à travers les flammes, il fonce dans le bâtiment pour sauver l'enfant. Mais bien évidemment, le bâtiment commence à s'écrouler, mais Peter finit quand même par réussir quand même à sortir l'enfant du bâtiment. Et cette séquence-là, je l'ai trouvée juste incroyable, je l'ai trouvée juste magnifique. Et cette séquence-là, je sais pas, mais ça apporte un espèce de message, on va dire. Parce que il y a beaucoup, je sais pas si c'est dans les Spider-Man, dans d'autres films ou même dans la vraie vie qu'on entend cette phrase quoi. On n'a pas besoin de costume ni de pouvoir pour être un héros. Et moi, je sais pas, j'ai l'impression que cette séquence-là, ça m'apporte ce message-là, en fait. C'est qu'en fait, t'es pas obligé d'avoir des pouvoirs comme Spider-Man ou même de porter un costume comme tous les super-héros pour être un vrai héros. Je sais pas, j'ai l'impression que cette séquence-là, ça me fait penser à cette phrase-là. Cette séquence m'apporte un message et pour moi, ça résume parfaitement bien. Ça résume parfaitement bien. Je sais pas si vous êtes d'accord avec ce que je dis, mais cette séquence-là, c'est exactement avec ce message-là, on n'a pas besoin d'avoir un costume, ni même avoir des super pouvoirs pour être un héros.
La preuve de nos jours, regardez, les médecins, les policiers, les pompiers et tout ça, ce sont quand même des héros et pourtant ils n'ont pas de costume et ils n'ont pas de pouvoir. Et ben pour moi, cette séquence-là de l'incendie avec Peter et l'enfant, j'ai l'impression que c'est ça en fait. Ce message-là, j'ai l'impression que c'est ça en fait. Ensuite, deux séquences de combat que j'ai trouvé juste hallucinant, c'est juste magnifique. Tout d'abord, la séquence tellement culte, c'est la séquence du train, dans laquelle Peter est redevenu Spider-Man, il fonce arrêter Dr. Octopus et le combat se passe sur un train. Cette séquence-là, oh, j'ai rien à dire franchement, cette séquence-là elle est magnifique, très très bien cadrée, on utilise bien la musique, la chorégraphie au niveau des combats est juste magnifique, la gestuelle de Octopus avec ses bras et de Spider-Man, j'ai trouvé juste ça magnifique. Et pour terminer avec cette séquence-là sur le final, c'est-à-dire Peter qui se met devant sur le train, qui tisse des toiles pour s'accrocher au bâtiment et qui commence à étirer ses bras et tout ça pour faire en sorte à ce que le train s'arrête. Franchement, je n'ai rien à dire là-dessus. Cette séquence-là, elle est juste magnifique. Pour moi, c'est une des meilleures séquences de combat dans un Spider-Man. Pour moi. Une autre séquence de combat, bien entendu, c'est la séquence de la banque. Quand Dr. Octopus va commettre un vol à la banque pour voler de l'argent. Bien entendu, Spider-Man arrive sur les lieux. Il était sur le point de l'arrêter. Le problème, c'est que Peter commence à perdre ses pouvoirs. Du coup, cette séquence-là, je devais trouver ça nickel parce que le combat se passe en 3 lieux. Ça se passe d'abord à la banque, puis après ça se passe dans la rue, et après ça se passe sur le mur d'un bâtiment. Je sais pas, cette séquence-là, ce combat-là, c'est divisé en 3 manches. Première manche dans la banque, deuxième manche dans la rue, et troisième manche sur le mur d'un bâtiment. Et Otto Octavius qui enlève Tante May également. Du coup, Peter fonce pour l'arrêter. Je trouvais ça juste hallucinant. Et dans cette séquence-là, je sais pas, mais j'ai l'impression qu'on ressent de la sueur à chaque coup reçu, que ce soit sur Octopus ou Spider-Man. On sent les coups reçus. Et on voit que Tante May est sur le point de tomber. Cette séquence-là, elle fait quand même assez stressée. Parce que tu te dis, Tante May va tomber. Espérons que Spider-Man arrive à l'attraper juste à temps. Et à la fin, c'est ce qui se passe. Tante May tombe, Spider-Man tisse une toile pour la rattraper, et elle finit par la rattraper, et elle dépose au sol, c'est juste génial. Et t'as Octavius qui s'enfuit également. Franchement, j'ai rien à dire sur cette séquence-là. D'ailleurs, parlons-en de Tante May. Tante May, comme je l'avais dit dans le premier Spider-Man de Sam Raimi, je l'ai trouvé qu'elle était un peu mise de côté, elle n'était pas assez exploitée pour moi. Et ben dans ce deux-là, je pense que c'est corrigé. Pour moi, Tante May, elle est juste très très bien faite, et juste très bien respectée. Et une séquence que j'ai bien aimée avec elle, 2 séquences même que j'ai bien aimées avec Peter. D'abord la séquence où elle déménage. Et à un moment, elle dit à Peter, je crois qu'il y a un héros en chacun d'entre nous qui est là pour nous, qui est là pour aider son prochain, des trucs ainsi. Cette séquence-là, j'aime bien parce que ça fait genre un appel, ça envoie un message à Peter. Et du coup, grâce à ce qu'elle lui a dit, on voit la séquence, Peter qui est sur un toit, qui essaie de sauter jusque sur le toit d'à côté, pour qu'il redevienne Spider-Man. Franchement, je trouvais que cette séquence-là, c'était juste un message pour dire à Peter de redevenir Spider-Man car la ville a besoin de lui. Je trouvais ça juste génial. Et une autre séquence avec Tante May que j'aimais bien avec Peter, c'est quand Peter dit la vérité sur ce qui s'est passé sur la mort d'Oncle Ben, il est en partie responsable de ce qui s'est passé. Et on voit dans le regard de Tante May qu'il y a quelque chose qui se déchire en elle, genre quelque chose qui se brise. On voit la tristesse dans son regard. Et celui de Peter qui se met également à pleurer quand il parle plus en détail de ce qui s'est passé. Je trouvais cette séquence juste hallucinante avec la musique derrière. Je crois que c'est un thème au piano. Cette séquence-là, elle est juste géniale. Et même quand j'ai vu cette séquence-là, j'ai versé une petite larme, on va dire. J'ai versé une petite larme. Donc cette séquence-là, magnifique, très très bien filmée également. La musique très bien composée. Et là, il y a de l'émotion. Et là, j'avais même pas dit ce film dégage beaucoup d'émotions également. Et une dernière séquence que je vais parler, et ça, c'est une séquence plutôt hilarante. Parce qu'en fait, il faut savoir qu'en fait, j'ai vu Spider-Man 2, mais j'ai vu la version avec les scènes coupées, en fait. Du coup, j'ai la version Director's Cut avec les scènes coupées. Et du coup, là, j'ai la séquence qui m'a plus revenu en tête dans la séquence des scènes coupées. C'est quand t'as Peter qui commence juste à perdre ses pouvoirs. Et du coup, pour descendre, qu'est-ce qu'il fait? Il va utiliser un ascenseur. Du coup, t'as un autre gars qui arrive avec son chien qui rentre dans l'ascenseur. Et là, le mec se fait plaisir. Quand il est à côté de Spider-Man, il se fait plaisir. Il est en mode, ah, je vous sais bien, votre costume est super classe. On devrait faire, genre, je sais pas, un livre pour enfants, ou alors un parfum qui sort l'araignée, ou alors des bonbons en forme d'araignée, ou des toiles d'araignée, ou alors je sais pas moi, des t-shirts avec votre tête dessus. Genre, le mec se fait plaisir. Genre,
Il est prêt à tout pour utiliser Spider-Man pour en faire de la pub. Cette séquence-là est juste géniale. Et le pire, c'est que le mec, il s'arrête pas, là. Genre, on préfère ci, ou alors, on préfère ça également. Genre, le mec, il s'arrête pas, quoi. Cette séquence-là m'a fait bien délirer. J'aurais bien aimé aussi, parce qu'on voit que le masque de Spider-Man, c'est juste des yeux comme ça, et du coup, les yeux bougent pas. Moi, j'aurais bien aimé, genre, que les yeux bougent de Spider-Man, genre, quand le gars parle, ou avec cette idée ou quoi que ce soit, j'aurais bien aimé que, genre, Spider-Man, que les yeux de Spider-Man bougent, et ça fait, genre, étonné, ou alors, voilà, des trucs ainsi. J'aurais bien aimé que ce soit ça, et là, ça aurait été encore plus drôle, et là, la scène aurait été incroyable. Mais franchement, c'est juste génial, quoi. Donc voilà pour les points positifs. Maintenant, on va attaquer aux points négatifs. Et il y en a un petit peu, quand même. Alors d'abord, le gars qui est le propriétaire de l'appartement où Peter s'installe, donc c'est Monsieur Ditkovich, je l'ai trouvé très très bizarre ce mec-là. Même là, une séquence que la première fois que tu le vois, là il est encore plus bizarre. J'aurais dit, ah c'est pas la peine de me rouler, hein, parce que moi je peux vous voir, j'ai des yeux de lynx. Je voyais, il fait une tête pareille, je me dis, ok, il est chelou ce gars-là. Parce que moi je m'imagine pas genre que je vais habiter dans mon appartement avec ma copine, qu'on va s'installer dans un appart. Si je vois un propriétaire qui est comme ça, non, c'est pas la peine, je fous le camp. non, je fous le camp parce que j'ai un propriétaire pareil et je me dis, ah non, je veux pas d'un zinzin, je veux pas que mon appartement devienne un asile. Voilà. La séquence où t'as Octopus qui est à l'hôpital, après l'accident qu'il y a eu avec son expérience, où Spider-Man a réussi à arrêter l'expérience juste à temps, Octopus est emmené à l'hôpital, et là les médecins proposent de lui couper ses bras. Et à un moment, on voit les bras qui commencent à bouger. Et hop, ils commencent à tuer tous les médecins un par un sans qu'Octopus bouge. Puisqu'Octopus est resté inconscient. Et donc, c'est les bras qui faisaient tout le boulot, en fait. Et cette séquence-là, je sais pas, mais moi, elle m'a fait flipper. Hein. Cette séquence-là, j'ai trouvé très, très flippant et glauque. Et honnêtement, cette séquence-là, heureusement qu'ils ont pas, genre, ils ont pas fait genre quand il éclate un médecin, genre, t'as du sang qui éclabousse sur les murs ou quoi que ce soit. Moi, je voulais pas ça, hein. Parce que ce film-là, c'est destiné aussi pour les enfants, mais aussi pour les adultes. Hein. Donc pour pas faire en sorte à ce qu'il y a une scène qui soit transformée en scène d'horreur. Mais j'ai l'impression que cette séquence-là, j'ai l'impression que c'est une séquence d'horreur. Et ça m'a fait assez flipper. Ça m'a fait assez flipper. Du coup, à chaque fois que je faisais cette séquence-là, j'étais en mode ainsi. Et après, je me planquais à chaque fois quand je faisais cette séquence-là. Parce que, enfin, c'est ça, tu es habitué au film d'horreur. Mais tu mets pas une séquence d'horreur dans un film Spider-Man. C'est pas logique. Spider-Man, c'est, comment dire, les méchants sont cruels ou quoi que ce soit, mais ils sont pas flippants ni super violents comme on peut voir dans les méchants de Batman. C'est pas la même chose. Genre, tu m'aurais mis, genre, imaginons dans un film Batman, tu m'aurais mis un méchant, genre Killer Croc ou Gueule d'Argile, ou même Bane, qui se réveille à l'hôpital et qui défonce tout le monde, et là t'as du sang et tout qui est partout. Là, ça passe. Mais sur un méchant de Spider-Man, tu fais pas ça. Hein. Tu fais pas ça, pour moi, ça va pas, parce que Spider-Man, c'est quand même, comment dire, c'est aussi destiné un peu pour les enfants, mais aussi un peu pour les adultes. Alors que Batman, j'ai l'impression que c'est plus concentré pour les adultes. Donc voilà, vous voyez, il y a une différence. Il y a une différence quand même. Hein. Donc voilà, pour la séquence, je l'ai trouvée assez flippante. Elle est bien filmée, même si ça fait un peu trop scène d'horreur. Je comprends pas pourquoi Peter travaille dans une pizzeria. Parce que le film s'ouvre sur Peter qui doit livrer une pizza à une entreprise ou quelque chose comme ça, je ne sais plus trop. Et ben cette séquence, et après à la fin, il réussit pas, du coup il se fait virer. Et séquence après, hop, il est au Daily Bugle. J'ai pas compris. J'ai pas compris pourquoi Peter travaille dans une pizzeria. Et tu vois juste ça au début, hein. Et après, tout le reste du film, ça, tu n'en parles plus. Tu n'en parles plus. Donc voilà, Peter qui livre des pizzas, je ne comprends pas. Alors que de base, le travail de Peter Parker, c'est photographe pour le Daily Bugle. Il photographie Spider-Man pour le Daily Bugle. Mais il livre pas des pizzas par-ci par-là, quoi. Donc voilà, pour moi, ça n'a pas de sens. Pour moi, c'est incompréhensible. Donc Peter qui bosse dans une pizzeria au lieu d'aller au Daily Bugle, ça n'a pas de sens. C'est comme si Bruce Wayne, son vrai travail, c'est PDG de une entreprise, et que après, t'as un autre boulot, genre il travaille dans une petite épicerie au coin de la rue. Voilà, c'est exactement pareil. C'est exactement pareil. Donc voilà, faut respecter aussi comment dire, ce que les personnages font comme boulot. Faut pas genre inventer des trucs ou quoi que ce soit, parce que sinon ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Donc Peter est photographe au Daily Bugle. Il n'est pas livreur de pizza. Hein. Harry Osborn, je l'ai trouvé hyper casse-couille. Tout le long du film, il est casse-couille parce que
À chaque fois qu'il parle à Peter, il dit Spider-Man a assassiné mon père, du coup il va le payer, il va me venger, nanani, nananer. Le mec se répète, ça devient insupportable. Ça devient insupportable. Harry qui, à chaque fois qu'il parle à Peter, il dit tout le temps ouais Spider-Man a tué mon père, nanani, nananer, des trucs ainsi. Mais ferme ta gueule, te l'as déjà répété au moins 3-4 fois, tu te casses les couilles Harry. Et une séquence que je l'ai même pas vu venir, genre, quand Peter est invité à un truc où ça a un rapport avec le fils de Jonah Jameson, et là on voit Harry qui est au comptoir, qui est en train de picoler ou je sais pas quoi, et 2-3 minutes après, on voit Harry qui se dirige vers Peter, et là qui devient hyper violent, genre je sais pas s'il le gifle ou s'il le frappe, mais il le fait 2 fois, ah ça fait flipper. Et du coup derrière, t'entends la musique qui s'arrête, t'as tout le monde qui les regarde, ah c'est malaisant. Et je peux te dire que quand tu vois ça dans la vraie vie, t'interviens. Genre, tu laisses pas laisser une personne innocente se faire tabasser, quoi. Genre, quand tu vois quelqu'un qui se fait maltraiter, tu te diriges vers l'agresseur et tu le maîtrises. Même s'il est bourré ou quoi que ce soit, tu le maîtrises quand même. Donc voilà, quoi. Donc Harry, je l'ai trouvé hyper chiant. À part à la fin, quand il apprend que Peter est Spider-Man, ah là, je l'ai trouvé quand même un peu plus intéressant. Et même à la fin, quand il découvre la cachette de son père, quand il était en bouffon vert, quand il pète un miroir, et là, il tombe sur un repère secret qui était le repère du bouffon vert de Norman Osborn. Et là, on voit qu'Harry a une idée et il s'est dit, je vais sûrement me venger de mon père. Maintenant que je sais que mon meilleur ami est Spider-Man, je vais me venger. J'ai l'impression que c'est ça. Et là, à la fin, Harry est devenu un peu plus intéressant. Mais à partir du début, là, non, il devient casse-couille. Il devient casse-couille. Tiens, en parlant de personnage casse-couille, je l'ai pas oublié, Mary Jane, bien entendu. Alors elle est encore plus chiante qu'Harry. Elle est insupportable. À la rigueur, MJ dans le premier Spider-Man, elle était chiante, mais ça passe. Elle n'était pas trop chiante. Mais dans le 2, alors là, elle est encore plus chiante. Mais même le truc où je me dis que, aussi, il y a un truc que je me suis dit, c'est qu'elle a des airs de gamine de 9 ans, en fait. Je mentionne quand Peter lui dit, je vais assister à ta pièce de théâtre demain soir. Il le promet. Donc, il était en route. Sauf qu'après, il y a un braquage. Du coup, il se met en tenue Spider-Man, il arrête. Sauf qu'il arrive trop tard pour assister à la séance, puisque les portes sont fermées. Et du coup, MJ, elle est déçue. Et plus tard dans le film, quand Peter revoit MJ, hop là, la meuf, elle lui fait la gueule puisqu'il n'a pas assisté à sa première prestation. Alors là, je suis désolé, MJ, mais là, t'as un comportement de gamine de 9 ans. Parce que, imaginons, enfin moi, j'imagine. Imaginons, j'ai une représentation au théâtre. Ma copine dit qu'elle va venir. Si elle loupe la première fois, je me suis dit, bon, elle a peut-être un empêchement, c'est pas grave, je lui en veux pas. Deuxième fois, je me suis dit, elle a encore eu un empêchement, mais bon, c'est un peu exagéré. Et troisième fois, là, je peux lui en vouloir. C'est à partir de la troisième fois que tu peux en vouloir de la personne. Mais quand c'est la première fois, tu peux pas lui en vouloir. Tu peux se dire, ah, là, peut-être un empêchement ou quoi que ce soit, du coup, je lui pardonne. Donc moi, je dis oui. Moi, je le pardonne. Quand quelqu'un a eu un empêchement pour la première fois, je peux pardonner. Mais elle, MJ, non. Peter n'est pas venu la première fois, du coup, je l'en veux. Alors, je suis désolé, mais MJ, t'es une gamine de 9 ans. Hein, je suis désolé. Un truc ainsi, pour moi, c'est pardonnable une fois. C'est à partir de la troisième fois que tu ne peux pas pardonner. Mais première fois, c'est pardonnable. Donc, je suis désolé, MJ, mais t'es vraiment une gamine. T'es une gamine dans ce film-là. Ouais, Peter qui essaie de redevenir Peter, ça, je pense que j'ai assez dit. Hein. À la fin, quand Octopus assomme Peter et qui enlève MJ, avant qu'il enlève MJ, parce que Octo voulait retrouver Peter pour lui dire qu'au quoi il veut voir Spider-Man et il veut le tuer. Enfin, l'assommer et l'amener chez Harry. Bah, le truc qui m'embête, c'est que à un moment, t'as Octopus qui balance Peter et t'as des gravats qui lui tombent dessus sur la gueule. Déjà, il y a un problème. Parce que si tu demandes, tu parles à un informateur pour dire, dis à ton boss de venir telle ou telle chose, genre tu l'envoies hop, il est juste encore vivant. Mais tu le balances pas et qu'après il se cogne ou quoi que ce soit, parce que imagine le gars est mort, comment il va faire pour le prévenir? Ah, oui, hein. Ah oui, hein. Genre quand tu parles à un informateur pour dire, dis à ton patron de venir ou quoi que ce soit, tu le laisses en vie, mais tu le balances pas et qu'après hop, imagine, il se fait cogner ou quoi que ce soit. Et qu'après tu te dis, ah merde, il est mort, donc je vais faire comment? Voilà quoi. Ou Octopus, pour moi, qui lance Peter et qui... Je sais pas s'il l'assomme ou quoi que ce soit. Il fait ça, je suis désolé, comment il va faire pour prévenir Spider-Man si il est sous des gravats et imaginons qu'il est peut-être mort. Comment il va faire pour prévenir Spider-Man? Et donc pour terminer, je dirais le combat final dans le hangar qui n'est pas épique du tout.
Pour moi, le combat... Pour moi, je pense, hein, et je vais le dire, hein, je vais sûrement le répéter pour plus dans d'autres vidéos, que les combats dans les hangars, pour moi, c'est pas épique. Les combats dans les hangars, ça se passe jamais bien et c'est pas épique. Donc, là, c'est la deuxième... En fait, j'ai l'impression que le combat final est divisé en deux parties. T'as la première partie avec le train et la deuxième partie, ça se passe dans le hangar. Eh ben, le passage dans le hangar, le combat dans le hangar, pour moi, elle n'est pas épique du tout. Pour moi, je trouve qu'elle est beaucoup trop longue, pas assez... on n'exploite pas les mouvements de Spider-Man comme on a pu avoir sur le train. Là, j'ai l'impression que là, il était en mode rouillé et tout. Du coup, je vais faire ce que je pense et tout. Je vais faire à ma façon, mais je vais pas exagérer. Donc, pour conclure. Alors, Spider-Man 2 de Sam Raimi, pour moi, c'est un excellent film. Je suis d'accord. Pour certains, c'est le meilleur film Spider-Man. Mais pas pour moi. Certes, j'aime bien ce film-là, mais c'est pas le meilleur Spider-Man pour moi. C'est pas le meilleur Spider-Man. Vous allez comprendre pourquoi par la suite, quand je vais parler des autres films. Et là, il y a des gens qui vont sûrement me chier dessus. Il y a des gens qui vont me chier dessus. Pour moi, c'est un film qui est culte. Franchement, tout le monde dit que ce film est culte avec le premier. Et que dans ce Spider-Man 2 là, les catégories super-héros, tout ce qu'on demande dans un film de super-héros, là-dedans, c'est respecté. Je suis d'accord, il y a des trucs qui sont respectés. Mais je dirais pas énormément. Pas énormément. Il y a 2-3 trucs qui pour moi sont pas respectés. Bon, il y a déjà l'iconisation du personnage qui réussit, la musique qui apporte vraiment bien, une ville totalement respectable. Bon, un love interest, là-dedans on peut s'en passer, mais bon, pourquoi pas. Et un teasing d'un futur méchant dans un autre film, pour moi, il y a des trucs qui sont respectés là-dedans. Donc voilà. Donc la note que je vais mettre pour ce Spider-Man là, je vais lui mettre 2 points de plus de ce que j'avais mis au premier. Du coup, pour celui-là, ce serait un 17 sur 20. Ce serait un 17 sur 20 parce que, comme je l'avais dit dans mes points négatifs, oh putain, j'ai du mal à parler, de ce que j'ai dit dans mes points négatifs, c'est que t'as des personnages qui sont chiants comme MJ et Harry qui sont pas top. T'as sur le combat final dans le hangar qui est pas épique du tout. T'as un méchant qui est un peu débile en partie. Et aussi 2-3 séquences qui n'ont aucun sens dans l'univers Spider-Man, même dans le film. Donc voilà, comme je mentionne avec Peter qui travaille à la pizzeria, ça j'ai pas compris. Donc, voilà, des trucs ainsi. Mais bon, ça reste un bon film, je vais pas cracher dessus. Pour moi, Spider-Man 2, c'est un bon film, franchement, je ne peux que vous le conseiller. Je ne peux que vous le conseiller. Si vous avez aimé le premier, vous allez adorer le 2. Vous allez adorer Spider-Man 2. Et donc, voilà. Voilà. Ma critique geek sur Spider-Man 2 est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas, bien entendu, à liker. Et évidemment, à vous abonner à la chaîne. J'essaierai de faire également un peu plus de vidéos parce que je commence à avoir un peu de temps libre ces derniers temps. Même si je me consacre aussi énormément à l'école et à ma copine. Mais je commence à avoir un peu de temps pour faire un peu plus de vidéos. D'ailleurs, je vous fais un petit teasing, mais une nouvelle chronique sur ma chaîne va arriver. Je vais vous donner un indice, c'est par rapport au film d'animation d'ici. Voilà, je vous en dis pas plus. Je vous en dis pas plus. Et je cherche encore le nom et tout ça. Mais j'ai déjà établi ma liste de ce que j'ai vu et de ce que je vais en parler dans ma vidéo. Donc, sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Et surtout, n'oubliez pas de sourire. Parce que la vie est très très importante. Et contrairement à ce qu'on voit aux infos par rapport à l'Ukraine et à la Russie, estimez-vous heureux que nous ne vivons pas en Ukraine. Certes, c'est triste. Donc, courage aux Ukrainiens. Je souhaite beaucoup de courage à eux. Et la Russie, je l'emmerde. Voilà. Et donc, voilà. Donc, n'oubliez pas de sourire parce que la vie, c'est important. Donc, profitez un maximum. Salut.